Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Digital Congo. Et c'est un nouveau numéro de votre émission Entretien et qui reçoit pour vous un invité de taille. Il s'agit d'un expert et c'est d'ailleurs le coordonnateur national du panel des experts de la société civile, Dieudonné Mouchagaloussa. Dieudonné Mouchagaloussa, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup et je suis très ravi d'être invité par vous sur ce plateau magnifique d'une grande chaîne Digital Congo qui m'a toujours reçu spontanément et au regard des milliers de téléspectateurs tant à Kinshasa qu'à l'intérieur des provinces où j'ai toujours eu des feedbacks. C'est un honneur pour moi d'être reçu par vous et je suis très flatté. Et qui de plus important à recevoir sur notre plateau justement en cette période électorale qu'un expert de la société civile qui représente d'ailleurs la grande masse de la population congolaise. Et nous aimons aussi nous approcher de la société civile pour avoir des analyses objectives et plus ou moins indépendantes. Je rappelle que Dieudonné Mouchagaloussa est ici. Avec lui, nous allons parler de l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, nous en sommes au dépôt des candidatures au niveau des bureaux de réception des traitements de candidatures BRTC de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui vient d'ailleurs d'accorder une prolongation de 7 jours pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de déposer son dossier de candidature. C'est que salue d'ailleurs le plus d'un, c'est que salue également Dieudonné Mouchagaloussa. Pas malheureusement, c'est le contraire par rapport à l'éthique, par rapport à l'intégrité du processus électoral, mais également par rapport à la planification électorale. C'est un rétropédalage pour la CENI. Vous avez suivi la CENI qui est une institution d'appui à la démocratie, le président de la CENI, le leadership de la CENI qui avait affirmé haut et fort devant plusieurs caméras, tant nationales qu'au niveau international, qu'il n'y aura pas de prolongation. Qu'il n'y aura pas de prolongation de dépôt, réception et traitement des candidatures au niveau du BRTC. Malheureusement, ce rétropédalage vient d'être une leçon qu'on vient d'administrer à l'équipe actuelle de la CENI, puisque quand vous faites une planification en matière électorale, vous devez être sûr et certain que ce que vous êtes en train de faire va être exactement cela. Parce que, bon, je ne peux pas dire que beaucoup de gens ne le savent pas. La question où les sciences électorales, la matière électorale tire son essence, c'est une science exacte. Parce qu'il s'agit d'un art où il faut départager les gens sur base de l'exactitude, sur base de la précision, sur base des chiffres. Et dans les chiffres, il n'y a pas d'à peu près. Donc, quand vous êtes sur des questions électorales, vous devez être sûr parce que quand vous allez proclamer quelqu'un être élu, vous n'allez pas proclamer qu'il a été élu avec 2,3 voix ou quelque chose comme ça. Vous devez avoir les chiffres exacts des nombres de voix que la personne a obtenues. C'est ce qu'on appelle la sincérité des urnes. Quand on parle des candidatures, vous devez parler des nombres de candidats en termes de chiffres. Quand vous parlez des circonscriptions électorales, des sièges attribué à une circonscription électorale, c'est en termes de chiffres, donc c'est quelque chose d'exactitude. Il n'y a pas d'à peu près en matière électorale. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que la CENI, le leadership de la CENI, pour ne pas le citer, le président Denis Kadima Kazadi, ait affirmé haut et fort à l'opinion qu'il n'y aura pas de prorogation. Pas du tout, oui. Il a affirmé plusieurs fois. La dernière fois, et c'est ce rétropédalage que vous êtes en train de condamner, ou bien, pourquoi ne pas vous réjouir? Parce que ils ont été nombreux à se réjouir du fait que la CENI a accordé un délai supplémentaire pour que tout le monde puisse déposer son dossier de candidature. Malheureusement, je réponds à la question. Je disais que dans un forum de parties prenantes qui a eu lieu à Pullman il y a 2 semaines, il est venu encore affirmer cela. Justement. Ce qu'il faut condamner, c'est que ce rétropédalage enfonce de plus en plus la méfiance. C'est-à-dire ça met encore plus profond, ça écarte de plus en plus la méfiance dans les dires, dans les propos de l'équipe actuelle de la CENI. Ça prouve à suffisance qu'ils ne peuvent pas respecter la parole qu'ils sont en train de donner à l'opinion. Ça veut dire quoi? Ça met en doute même. Si on commence déjà à faire des déclarations pareilles, qu'on ne respecte pas, qu'en sera-t-il de ce qu'on nous annonce sur la sincérité des urnes, sur la date butoir pour la tenue des élections le 20 décembre? On va y arriver parce qu'elles n'auront pas lieu cette date-là. Mais donc, les déclarations que la CENI donne ne rassurent plus. Or, l'élément de réussite d'un processus électoral se trouve dans la confiance des parties prenantes dans l'OG. Parce que pour qu'il y ait élection, si les compétiteurs déjà eux-mêmes ont des doutes pour aller compétir,
pour aller déposer les candidatures. Les électeurs également ont beaucoup de problèmes. Nous allons en parler sur le cadre des électeurs et les listes électorales. Qu'en reste-t-il de l'institution qui a la gestion électorale en main? La CENI n'organise pas les élections pour elle-même. La CENI organise les élections pour les compétiteurs avec les électeurs en tenant compte de toutes les parties prenantes. Mais dès lors qu'il n'y a plus confiance, ça brise déjà. Donc, ça prouve à suffisance que le reste du processus n'est plus rassurant. Et quand quelque chose n'est plus rassurant, ça ne bénéficie plus de l'adhésion populaire, de l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et donc, on va tout droit dans un mur, on va tout droit dans un blocage. Parce que j'ai l'avantage, quand je parle des questions électorales, je suis à l'aise et je suis en train de les suivre pas à pas. Depuis que l'équipe actuelle de la CENI est installée, il n'y a rien qu'ils ont déjà respecté en termes de déclaration. Monsieur Moussagaloussa, c'est une entrée en matière. Apparemment, j'ai senti que je vous ai directement provoqué et vous vous êtes facilement lâché. Qu'est-ce qui se passe? En quelque sorte, ce qui vient de se passer avec cette prorogation, ce n'est que la face visible de tout un processus électoral biaisé d'avance. Exactement. Vous aviez suivi à l'époque, on a annoncé qu'on va faire la refonte du fichier électoral, c'est-à-dire l'enrôlement et l'identification des électeurs pendant un délai précis. Mais qu'est-ce qui nous a été prouvé à l'opinion? On a encore prorogé, que ce soit dans l'ère opérationnelle A0, 1 ou 2 ou 3. Partout. Partout, on a prorogé. Donc, ça veut dire que la CENI est en train d'aller essai-erreur. Quelle est la confiance vraiment qu'on peut encore donner à une équipe pareille? Deuxième chose, on a parlé, après la refonte du fichier électoral, on nous avait annoncé tambour battant qu'on aura de belles cartes d'électeurs. La vérité, c'est laquelle? Aujourd'hui, il y a certains compatriotes qui ont des cartes d'électeurs, mais qui n'ont plus de nom, qui n'ont plus de visage, qui ne sont plus lisibles. Justement. Et donc, cette personne-là va aller élire comment? Même si la personne se trouve sur la liste des électeurs, qui est une obligation qu'il faudra afficher les listes des électeurs avant, mais d'un va les proposer, votre nom, votre figure ne se voit pas. Comment vous allez élire? Deuxième chose sur les listes des électeurs, il y a des gens qui auront des cartes d'électeurs en bonne et due forme, mais qui ne se retrouveront pas sur la liste des électeurs, tout simplement parce qu'on a refusé d'auditer le fichier électoral et tout simplement parce que les noms des personnes, quand on a fait l'enrôlement, on n'a pas transmis les noms au fichier central. Et je l'explique clairement en termes pédagogiques. Vous avez vu dans certains endroits, au Nord Kivu, spécialement au Katanga et Kasai, 2, 3, 4 circonscriptions, Kamina également, j'ai la cartographie, où quand on a terminé à enrôler les gens, il y a eu des machines qui ont été endommagées. Ce qui veut dire qu'on a enrôlé les gens, on les a remis les cartes d'électeurs, mais les données n'ont pas été transmises à la centrale. Ça veut dire quand on va élaborer les listes d'électeurs, pour ces circonscriptions électorales-là, il y a des gens qui ne se retrouveront pas sur la liste. Ce qui fait que la CENI refuse ou a fait obstruction à un audit du fichier électoral par une structure digne de confiance et indépendante où on a recruté les amis, des collègues qui n'ont pas de solides références en termes juridiques et en termes de soubassement. Voilà, donc ça va y avoir ce problème-là. Donc le manque de cet audit externe, c'est aussi un problème. C'est un problème réel parce que quand vous avez même suivi ceux qui ont fait l'audit, on a parlé qu'il y a eu des doublons. Mais on n'a jamais précisé à Kinshasa, dans telle circonscription électorale, c'est autant de doublons et qu'on les affiche, qu'on connaisse que c'était tel qui a eu des doublons. Si c'est au Kasai, si c'est à Kamina, si c'est à Lubefu, si c'est dans la province de Chopo, si c'est, disons, à Befale, on a passé combien de doublons, combien d'enfants mineurs qui ont été enrôlés et qu'on a extirpés du fichier central. Concrètement, il y a lieu, et c'est de bon droit, de pouvoir faire des suspicions qu'on a extrait les doublons quelque part, mais on les garde tel endroit, et que le nombre que la CENI a annoncé d'avoir extrait, ce nombre peut être un nombre de voix cachées qu'on pourrait attribuer à un candidat n'importe lequel sans pouvoir être en mesure de les vérifier parce qu'on ne sait pas savoir dans telle circonscription électorale, effectivement, on a extrait combien de doublons. La conséquence est laquelle
La répartition des sièges qui a été aussi, là c'est encore grave. Et cette loi sur la répartition des sièges qui a également aussi posé de problèmes, même au niveau de l'Assemblée nationale, parce que l'opposition n'y a pas participé. C'est encore grave, la loi sur la répartition des sièges. La loi sur la répartition des sièges s'est faite au prorata des nombres d'enrôlés sur le quotient électoral. Mais la CENI n'a jamais communiqué les chiffres exacts, n'a jamais expliqué comment est-ce qu'on a réservé le nombre de sièges là où on n'a pas fait l'enrôlement. Toute chose, mon frère, restant égale à elle-même. Si on a réservé le même nombre de sièges là où on n'a pas fait l'enrôlement, pourquoi on n'a pas maintenu le même nombre de sièges partout? Parce que l'objectif dans le système électoral congolais, quand on fait l'enrôlement, l'identification des électeurs, avec la loi sur la répartition des sièges, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'il y a eu la démographie qui a galopé, où est-ce qu'on peut donner plus de sièges qu'ailleurs. Mais si on réserve les mêmes sièges dans une circonscription électorale, il va de soi, pour l'intégrité du processus, de réserver les mêmes sièges partout. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc cette loi aussi, elle est biaisée, parce que le quotient électoral n'a pas été respecté. À supposer que quand on va faire l'enrôlement, dans les circonscriptions là où on a gardé le même nombre de sièges, si on fait l'enrôlement, on trouve qu'il y a moins d'électeurs. On fait comment par rapport au quotient électoral? Ça pose problème. On doit réviser encore cette loi. Voilà, absolument. Pour la répartition des sièges. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment un tripatouillage monté, voulu, et qui brise la confiance entre les parties prenantes dans les processus électoraux. Et l'entendre d'un expert de la société civile, ça inquiète quand même. Parce que c'est vrai, au début de tout ce processus électoral, la CENI a été remise en cause. La manière même de procéder de la CENI a été remise en cause par l'opposition. C'était d'abord le FCC. Le FCC vient d'être rejoint par le groupe de 4, Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno, Délice Sanga, ainsi que le quatrième, c'est... Fayoulou. Oui, voilà. Fayoulou, Délice Sanga, Muzito. Ah, non, pas Muzito, pas Muzito. Matata oui. et... Ah, comment ça? Il y a Moïse Katumbi, il y a Fayoulou, oui. Il y a Matata et Délice Sanga. Justement. Voilà, ils viennent d'être rejoints par, justement, ils ont rejoint cette position déjà qu'avait le Front commun pour le Congo. Mais aujourd'hui, si la société civile n'a pas non plus accordé sa confiance à cette CENI, mais finalement, cette CENI agit sur base de quelle légitimité? Bon, moi personnellement, en toute sincérité, la main sur laquelle je ne peux pas suivre la position des hommes politiques parce qu'ils changent à tout moment. Mais moi, je parle des faits. Justement. J'aimerais que ceux qui nous suivent, les respectables téléspectateurs de Digital Congo, puissent pouvoir eux-mêmes retenir ce qu'ils peuvent retenir sur base des faits. Je parle d'abord de ce rétropédalage. Il n'y a aucun planificateur en matière électorale dans l'actuelle situation de notre pays qui ne pouvait pas ne pas prendre en compte 5 éléments. Et qui pouvait s'hasarder de dire en public qu'il n'y aura pas de prorogation. C'est là où se trouve le problème. Le problème, c'est d'abord l'éthique et l'intégrité. Si à ce niveau, on ne respecte pas la parole, on va dans les tâtonnements, on va dans les rétropédalages, on va dans l'incertitude. La suite de ce qui va venir ne garantit rien. Pas du tout. Comment vous pouvez faire une annonce pareille sans tenir compte d'abord du nombre de volumes des candidatures qui vont être déposées, parce que pour les cycles passés, on avait plus de 15 000 candidats à la députation nationale. 15 370 combien, je crois. On avait 17 860 combien à la députation provinciale. Ça, c'est d'abord un premier élément. Vous devriez savoir qu'il y aura un volume de nombre de candidatures qui doit être déposé, et donc il faut donner un délai raisonnable pour ne pas donner une mesure contraignante à vos partenaires. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, comment ne pas prendre en compte l'environnement politique actuel qui est caractérisé par la méfiance entre les parties prenantes. Justement. Vous venez de le dire, si les compétiteurs, généralement, dans notre pays, c'est plus les partis politiques, les regroupements politiques. Les indépendants sont un peu en nombre non significatif. Oui. Surtout avec le seuil qui avait été imposé, qui ne les avantage pas du tout. Voilà, je vais y arriver. Donc, on n'a pas tenu compte de cette méfiance qu'il y a entre les parties prenantes dans le processus pour dire qu'il faut d'abord redorer la confiance entre eux pour qu'ils viennent. Pour arriver au troisième élément qui est effectivement les cadres de concertation ou bien l'éducation civique et électorale.
c'est au cours de cet élément ici de l'éducation civique électorale, des cadres de concertation, que la CENI a brisé volontairement. Et c'est dommage. C'est ça la colonne vertébrale même des élections. L'éducation civique électorale. C'est au cours des séances de l'éducation civique électorale, des cadres de concertation, qu'on allait effectivement informer les compétiteurs sur les éléments constitutifs du dossier, sur les modalités de recevabilité, sur les conditions de recevabilité. Effectivement, vous venez d'en parler, le seuil de recevabilité qui est fixé à 60% des candidatures, donc où il faut arriver à aligner 300 candidats pour que votre parti puisse se prévaloir, être à mesure de compétir aux législatives nationales. Tout ça, on n'a pas eu le temps d'expliquer à la population. Ce qui fait que les candidats sont partis, dès qu'ils savent, ah non, il faut un seuil de 60%, qui n'ont pas eu l'occasion d'être informés par la CENI, puisque c'est la CENI qui a l'obligation sur toutes les questions électorales, même si déjà les ministères des Affaires étrangères commencent à entrer sur l'observation électorale, on peut en parler. Tous ces éléments, on n'a pas donné à l'opinion, on n'a pas donné aux compétiteurs. Ce qui fait qu'ils sont partis un peu en hésitant. Et même là, on n'a pas informé quelles sont les copies, quels sont les dossiers qu'il faut constituer la photocopie de telle pièce, on n'a pas tenu compte de ça. Et malheureusement aussi, par rapport à ce cas de concertation ou à l'éducation civique et électorale, on n'a pas tenu compte du fait également que la plupart des partis politiques ont leur siège ici à Kinshasa. Ce qui veut dire qu'il faut envoyer les mandataires qui vont quitter Kinshasa pour arriver par exemple en Équateur. De l'Équateur, il faut aller à Befalé. De Befalé, il faut aller trouver des candidats qui sont dans tel groupement. Et à ce moment, ça va être compliqué. Il faut qu'un mandataire quitte Kinshasa, qui doit aller par exemple au sud Kivu, il doit d'abord prendre l'avion, arriver à Goma. De Goma, il doit arriver à Bukavu. De Bukavu, il faut qu'il arrive à Walungu. De Walungu, peut-être il faut qu'il aille chercher son candidat à Luntukulu. Et vous arrivez dans ces fins fonds-là, il n'y a pas une photocopieuse. Le temps que les candidats quittent les groupements, les villages, pour arriver au chef-lieu du territoire, trouver une photocopieuse, quitter le chef-lieu du territoire, aller au BRTC, ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Et finalement, ils se retrouvent devant le mur. Voilà. Ça devait donc, vous imaginez que vous qui devriez apporter un élément de plus, un élément potable, un élément consommable à l'opinion, mais que c'est l'opinion, c'est la nature maintenant qui vous donne des leçons. Vous êtes devant un fait accompli. Mais cependant, il faut apprécier la sincérité de Denis Kadima, qui a reconnu finalement un aveu d'échec, qui dit que malgré ma présence dans les centres, dans les BRTC, je constate qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. C'est un aveu d'échec. Il aurait pu anticiper sur tout ça et savoir qu'il n'y en aura pas. Et donc, c'est vraiment regrettable. Donc, vous pensez donc que la Commission électorale nationale indépendante, du moins le bureau, agit en vase clos dans une sorte d'isolement qui ne lui permette pas d'avoir le feedback pour mieux planifier les choses. Mais alors, d'où vient alors cette assurance que les élections auront bel et bien lieu à la date butoir de décembre 2023? Non, est-ce que, mon frère, disons-nous la vérité. Puisque le pouvoir en place le dit, la CENI aussi continue à l'affirmer. Disons-nous la vérité, je regarde bien la caméra en face. Quelqu'un qui vous a menti déjà 5-6 fois, vous pouvez le croire. Je ne sais pas. Peut-être vous, mais moi, en tout cas, j'ai un peu d'hésitation. Mais quelqu'un qui a des difficultés à tenir sa parole. À tenir sa parole, comment on peut encore le croire? Quand on nous dit la sincérité des urnes, donc c'est clair que... Et puis, mon frère, même sur le plan de l'arsenal juridique, de tous les textes juridiques qui composent la CENI, même si on a fait la pantalonnade, on a inversé l'adoption des lois, on n'a pas parlé de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Dans la loi électorale, on parle que les élections, je crois son article, si c'est 62, si je ne m'abuse pas, les élections doivent avoir lieu un jour férié ou un dimanche. Nous tous, nous avons déjà mis les bulletins dans l'urne dans ce pays. C'est toujours un dimanche ou un jour férié et c'est consacré dans la loi. Mais prenez le calendrier actuel de la CENI. La CENI parle le 20 décembre. Il y a un calendrier ici, chacun de nous peut avoir le calendrier. Le 20 décembre, c'est un mercredi. Comment même un minimum de principes élémentaires n'a pas été respecté par la CENI? On peut croire à ce qui va suivre. Il parle bien le 20 décembre. Ce n'est pas moi qui l'invente. Ce n'est pas vous non plus. Mais c'est la CENI elle-même.
Mais la loi parle que les scrutins doivent être tenus, doivent être organisés un jour férié. Mais le 20 décembre, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va empêcher aux gens d'aller au travail pour aller voter. On va déclarer cette journée fériée ou chômée. On va fermer toutes les écoles pour que les gens puissent, puisque les bureaux de vote, les centres de vote seront dans les écoles. Vous voyez même un petit rien, un minimum sur lequel on peut être déjà en mesure de juger la suite des événements. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. D'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Les opérations qui ont déjà eu lieu ont déjà été organisées dans des tripatouillages avec des réclamations par-ci, par-là. Voilà. Maintenant, le reste des opérations qui restent, avec les 7 jours qu'on vient de proroger là, ça va bousculer, ça va pousser. C'est-à-dire que si l'activité devrait se faire ce jour, comme on vient d'ajouter 7 jours, les 7 jours vont bousculer le reste des activités. Ce qui fait que cette date ne sera plus tenue. Et si cette date ne sera plus tenue, ça fait un mensonge d'État qu'il faut qualifier. Parce que les étapes qui restent sont tout à fait... demandent encore plus d'extérité dans la réalisation, dans tout ce qu'on va faire, parce qu'il faut suivre la commande des bulletins de vote en termes de circonscription électorale après les contentieux des candidats. Donc, une fois la CENI termine la publication de la liste provisoire des candidats, chaque parti politique ou les candidats indépendants, ils vont essayer de vérifier si la CENI s'est conformée à leur volonté. Si on trouve qu'il y a des contentieux, il y a une donne, mon frère, qui ne dépend pas de la CENI. C'est la donne d'ordre judiciaire. C'est-à-dire que les candidats là vont faire des contentieux ou à la justice. Et la CENI n'a pas d'injonction à donner à la justice. Donc, tant qu'on n'aura pas épuisé les contentieux qui sont à la justice pour qu'on puisse avoir la liste définitive des candidats pour faire la commande des bulletins de vote, on ne saura pas avancer. On ne saura pas avancer. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 juillet. Le 30 juillet, on peut avoir la liste provisoire peut-être. Quand on va aller en justice, ça peut prendre un contentieux. Même la procédure normale, 8 jours plus le temps et tout, on est à 14 jours, on est à 30 jours. Nous connaissons que la justice ici dans notre pays, les magistrats, les cours et tribunaux sont saturés. Ils ne vont pas obtenir les résultats dans moins de 8 jours, dans 2 semaines. On aura un mois. On termine donc le mois d'août. Vraiment, quelqu'un qui connaît toutes les opérations électorales, toutes les étapes qui restent, peut me dire qu'à partir du mois d'août jusqu'au 30, on va terminer tout ce qui va rester en termes de commande de bulletins, en termes de la configuration. Parce qu'avec la machine à voter, il faut qu'on puisse configurer les noms des candidats par circonscription électorale. De manière que si vous avez postulé dans la circonscription électorale de Lukunga, que votre nom ne se retrouve pas à Befale. Donc c'est tout un tas qui va prendre une attention particulière pour avoir l'exactitude, comme je l'ai dit, qu'en matière électorale, il n'y a pas des à peu près, il n'y a pas de CRR, pour qu'on puisse configurer cela, pour qu'on fasse la commande là où on doit le faire, pour qu'on puisse réinitialiser ou faire la commande des machines à voter par rapport à ça. Donc toutes ces étapes-là, même celui qui n'est pas dans ces domaines, celui qui ne sait pas faire la projection, il comprendra qu'il est clair et net qu'on ne va pas tenir la date du 20 décembre, du reste qui est une date illégale et que je dénonce et que nous avions eu à dénoncer lorsqu'on a publié les calendriers électoraux. Et nous étions, le panel des experts de la société civile, était la première structure à pouvoir dire que les élections n'auront pas lieu à la date du 20 décembre. Nous étions seuls contre tous, mais aujourd'hui, la nature, l'opinion et les hommes politiques commencent à nous rejoindre parce que, à dire vrai, il n'y a rien de garanti en termes de sincérité des urnes, en termes de l'orthodoxie dans toutes les opérations électorales qui ont déjà eu lieu et qui restent à faire, en termes de déploiement même de matériel. Si vous prenez la province comme les Sankourou, où il y a le vol une seule fois par semaine, quand quelqu'un arrive à Lodja, il faut qu'il prenne la moto pour arriver à Katakokombe. Le temps qu'il arrive à Katakokombe, s'il doit aller au chef-lieu de Lusambo, bon, même si le gouverneur actuel commence quand même à faire un peu d'effort en termes de canaliser la route pour arriver au chef-lieu, mais vous trouvez qu'il faut faire peut-être 2-3 jours en cours de route. Donc c'est compliqué
Et la CENI n'a pas tenu compte de tout cela. Donc c'est dommage qu'on arrive à cela. C'est la parole d'un expert de la société civile. Cette parole, elle est neutre. La dimension éthique relevée, hein, qui découle justement de ce rétropédalage de la Commission électorale nationale indépendante, et même le forcing que vous avez détecté dans l'ensemble du processus, vous pousse quand même à proposer quand même des pistes de solutions, d'où il faudrait nécessairement la réqualification du processus électoral, tel que cela est même dit dans un communiqué officiel du panel des experts de la société civile. Oui, je vais faire les deux propositions, mais permettez aussi que je puisse vous faire voir à l'ensemble des téléspectateurs et de la population congolaise des éléments importants, des éléments encore sur lesquels la CENI a fait du tripatouillage. En matière électorale, mes frères et sœurs, il y a des choses qu'on ne peut pas sauter. On ne peut pas venir avec des appréhensions pour dire que moi je suis les meilleurs, les super experts, et je suis un extra expert en matière électorale et je vais sauter, je vais faire les défis par rapport à ceci ou cela. On a sauté l'étape pilote dans la refonte du fichier électoral. Plus tard encore, c'est dommage, plus tard encore, le président de la CENI, Denis Kadima lui-même va le reconnaître que oui, je reconnais, j'ai sauté l'étape pilote pour aller directement à l'enrôlement, ça m'a rattrapé. Mais pourquoi ces défis? Pourquoi ce forcing? Je prends votre propre appellation, les termes que vous venez de dire. Pourquoi ce forcing de vouloir lancer un défi? Vous trouvez une base solide sur laquelle les autres ont bâti pour pouvoir construire le système électoral congolais aujourd'hui. Vous venez vous sauter ça. Les étapes pilotes pour faire les tests, vous sautez ces étapes-là. Et finalement, ça vous rattrape. Vous prenez également la commission d'éducation civique et électorale. Je le disais tantôt au début de cette émission, c'est la colonne vertébrale, mais l'équipe actuelle de la CENI a balayé d'un revers de la main. L'équipe actuelle a brisé sciemment, a cassé ces piliers-là de l'éducation civique et électorale, au point où il n'y a aucune, je pèse bien les mots mon frère, et j'aimerais qu'un jour je sois en face d'un acteur, d'un professionnel de la CENI. Aucune structure de la société civile aujourd'hui soutient la CENI. Ça pose quand même un problème. Justement. Ça pose problème. Dont d'ailleurs le président est l'émanation. Dont le président est l'émanation. Mais il vient, et vous savez pourquoi cela est arrivé? J'ai fait beaucoup de recherches, à un moment donné, je me suis assis, j'ai réfléchi profondément. Qu'est-ce qui pousse l'équipe actuelle de pouvoir balayer d'un revers de la main, de pouvoir exclure les acteurs de la société civile dans l'accompagnement du processus en termes de sensibilisation et en termes d'éducation civique et électorale? Et j'ai compris que le fait que le président de la CENI croit, ou il pense, ou il sait qu'il a la confiance du président de la République, il est couvert non seulement du soutien du président de la République, mais il est sous l'ombre du chef de l'État, parce que le président de la République, n'oublions pas ça, je l'ai toujours dit et je l'assume, pour une fois dans l'histoire de ce pays et dans l'histoire de la politique, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a les prérogatives constitutionnelles, il a pris 6 minutes 32 secondes pour s'adresser à la nation et se justifier pourquoi il veut nommer Denis Kadima. Un chef de l'État ne peut pas se justifier. Il a les prérogatives. Dès lors qu'il avait déjà les cutis des confessions religieuses qui ont désigné Denis Kadima, il n'avait plus le droit de se justifier. Pourquoi il s'est justifié pendant 6 minutes pour nommer Denis Kadima? Tout découle de là. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, il s'est justifié sur des médias étrangers pour raison d'éthique. Je suis un habitué des médias, je ne vais pas les citer sur cette chaîne ici, pour dire que Denis Kadima est le meilleur des meilleurs, il est super des super. Donc vous comprenez, il prend la défensive de Denis Kadima. Et Denis Kadima, sachant cela, il est donc assis confortablement. Il sait que personne, quel que soit ce qu'on peut dire, il s'en fout, il peut exclure la société civile, il peut ne pas répondre aux exigences des compétiteurs, des hommes politiques, il peut ne pas faire une bonne opération en termes d'enrôlement et d'identification des électeurs.
il peut contraindre les gens à dire que vous allez vous faire les dépôts de candidature pendant autant de jours, il s'en fout. Malheureusement, c'est son honneur. Il est en train de jeter de l'opprobre sur l'institution CENI. Et tout ça est en train de les rattraper. Raison pour laquelle, au regard de tous ces éléments-là, nous pensons qu'il n'y a que deux choses. Et ça, nous le faisons d'une manière patriotique pour le bien du pays. Parce que si on va aux élections dans les conditions pareilles, dans les contextes pareils, je n'ai pas encore parlé du défi lié à la sécurité à l'Est, donc on va tout droit au mur, donc le processus est crispé. Et vous le savez très bien, mon frère. Nous avons besoin des élections libres, démocratiques, inclusives surtout. Voilà, en un mot, ça s'appelle de bonnes élections, comme je viens de le dire, démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Mais ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas les élections inclusives, parce qu'il y a une grande partie des compétiteurs qui ne veulent pas participer aux élections. Or, pour nous, acteurs de la société civile... à juste raison, et très frustré parce que le gros groupement de l'opposition n'est même pas associé dans la composition du bureau de la CENI. La société civile s'est quand même tuée là-dessus. Voilà, exactement. Donc, nous ne voulons pas parler des individus, nous voulons parler du processus, de la manière dont il est mené pour qu'on puisse juger de ce que nous disons si c'est vrai ou c'est faux. Donc, l'inclusivité n'est pas là. Et donc, si l'inclusivité n'est pas là, on ne peut plus parler des élections démocratiques. Parce qu'à ce moment, ça devient des élections monocratiques, où il n'y a qu'une seule famille politique qui va concourir. Et si c'est une seule famille politique qui va concourir, à quoi bon d'aller aux élections? À ce moment-là, donc, on connaît déjà les gagnants, on connaît déjà la liste des candidats, donc ça ne sert plus à rien de terminer tout cet argent et de faire des tralala qu'on va aux élections. À ce moment, ce ne sont plus les élections inclusives, ce ne sont plus les élections transparentes, non, démocratiques. Ce ne sont plus des élections transparentes parce que d'abord, la CENI refuse qu'on puisse auditer les fichiers. Voilà, cet audit externe. Donc, la CENI est en train de casser quelque chose. La CENI ne veut pas faire participer la société civile, l'éducation civique électorale, pour qu'on puisse pouvoir donner des bonnes informations à l'ensemble de la population dans la sensibilisation, parce que j'ai eu l'occasion, et ça je l'affirme haut et fort en regardant en face la caméra, j'ai posé la question au président de la CENI, pourquoi on ne veut pas faire la sensibilisation et l'éducation civique électorale? Il va répondre, c'était au palais du peuple, non, l'argent qui était prévu pour ça, j'ai mis ça dans les transports. Clairement comme ça, j'étais sidéré, je n'en revenais pas, mais bon, comme il sait qu'il est sous la protection, il est sous l'ombre du président de la République, il peut, comme il veut. Vous avez vu même, dans ce même chapitre, quand il a fixé les délais sur l'enrôlement et l'identification des électeurs, il y a eu une dame qu'il faut féliciter, qui est de l'Union sacrée, mais qui siège à la CENI, Madame Senga, qui fait la fonction de rapporteur à la CENI. Madame Seya, qui a écrit au président de la CENI que non, la décision que vous avez pris une décision unilatérale. Les délais que vous venez de donner ne va pas convenir. Même au sein de son équipe, à la CENI même, un membre du bureau lui rappelle. Quelle confiance on peut encore continuer à investir de cela? Les élections ne sont pas apaisées parce qu'il y a déjà ces échauffourées, il y a déjà ces tensions. Donc si on n'a pas les 4 thématiques pour avoir de bonnes élections, est-ce qu'on va aller aux élections? Donc, or, nous savons que, mon frère, les violences liées aux questions électorales, elles sont plus dangereuses que les violences d'ordre politique. Regardez tous les pays qui ont connu plus de morts. Ce sont des morts qui viennent suite aux élections. Justement. Quand il y a frustration, quand il y a exclusion, les pays peuvent brûler à feu et à sang. Et on ne voudrait pas qu'on arrive à ce niveau-là. Et je ne pense pas quel est l'intérêt que l'équipe actuelle de la CENI a d'amener ou de voir les pays brûler. Mais fort heureusement que les gens se réservent, ils ne veulent même pas compétir, ne veulent pas entrer sur son terrain là. Et ça commence à lui donner des leçons. Raison pour laquelle nous avons proposé en âme et conscience, il faut la réqualification du processus électoral actuel pour qu'on puisse avoir de bonnes élections. Et cette réqualification, quitte à aller jusqu'à ce que tout le monde redoute que les élections n'aient pas lieu en décembre. Voilà, non, il est clair. J'ai dit d'abord, je ne vois pas, à moins que ce qui va confirmer ma thèse, que le président de la CENI est
sous l'ombre du président de la République, il veut faire ce qu'il veut, il peut même boycotter les instruments juridiques, à moins que le 20 décembre, alors, le président de la République ou le gouvernement prennent un acte juridique pour déclarer le 20 décembre journée fériée et chômée. On comprendra alors qu'il y a une complicité totale, ce qui va affirmer... D'où la CENI ne sera pas une CENI indépendante. Voilà, donc on comprendra que la CENI, c'est un bras séculier du président de la République ou du gouvernement pour pouvoir organiser les élections. Si par magie politique, on arrive à ce niveau-là. Et considérant donc ces doutes-là qui est déjà dans l'opinion, nous sommes les seuls d'avoir osé et de dire à l'opinion et de dire aux parties prenantes qu'il faut réfléchir sur un mécanisme de mise en place de la certification des résultats. Ça veut dire la certification des résultats va permettre finalement qu'on puisse être sûr de la sincérité des urnes, de la sincérité de l'expression des l'électeur, de la sincérité, de l'unicité des voix qui est consacrée, qui est un principe sacro des élections. C'est-à-dire, si Dieudonné Mouchagaloussa a mis les bulletins dans l'urne, c'est sa voix, c'est une seule voix qui compte pour un candidat à compétition par circonscription et par scrutin. C'est-à-dire, si c'est au niveau présidentiel, j'ai donné une voix à un candidat président de la République, j'ai donné une voix à un candidat député national, j'ai donné une voix à un candidat député provincial et j'ai donné un candidat à un élu local qu'on est en train de vouloir aussi envisager, même si ça va être compliqué de le faire. D'ailleurs, là, je n'y crois pas, c'est de l'utopie. Et dans vos propositions, vous avez quand même donné du contenu à ces mécanismes de certification des résultats. Oui, oui, les contenus, nous avons donné déjà le fait que nous avons déjà jeté des bases pour la certification des résultats. Le moment venu, nous allons donner la motivation juridique, un soubassement juridique. La motivation, elle est déjà là, elle est d'ordre éthique, elle est d'ordre d'intégrité. Elle répond aux normes, aux standards également internationaux parce que ça s'est déjà fait dans d'autres pays. Nous allons donner un soubassement juridique par rapport à ça. Nous allons donner même la composition par rapport à ça. Nous allons donner la mission de ces mécanismes-là. Et nous allons donner même le fonctionnement et la durée de comment ça peut se faire. Donc nous avons toute une ossature que nous allons mettre à la disposition des parties prenantes sur la certification des résultats, qui reste la seule voie indiquée pour limiter les suspicions, mais aussi pour garantir, surtout, garantir la sincérité des urnes. Et le panel de la société civile, des experts de la société civile, est-ce qu'il est quand même sûr d'être entendu? Est-ce que vous avez participé aux consultations qu'a menées Denis Kadima tout à fait récemment? Oui, bien sûr, nous sommes convaincus que nous allons être entendus et nous avons toujours été entendus. Et déjà, l'opportunité que vous nous accordez, j'en profite pour remercier sincèrement le management de Digital Congo, puisque des opportunités pareilles pour les donner à la société civile, nous sommes des enfants pauvres. Vous êtes une des composantes, je crois la 6e, puisque la société civile a 10 composantes. Les médias font partie de la composante de la société civile. Tout à fait. Donc notre combat, c'est votre combat. Nous sommes en train de vouloir prévenir, de vouloir anticiper, de pouvoir contribuer tant soit peu à l'intégrité du processus électoral, mais aussi à éviter les chaos à notre pays, puisque finalement, nous n'avons que la RDC comme mère patrie, et donc nous n'avons aucun intérêt de pouvoir amener des agitations, de pouvoir laisser le forcing de Denis Kadima et de l'équipe actuelle de la CENI pour mettre le pays à feu et à sang. Et donc ça, nous dénonçons cela. Nous ne voulons pas finalement qu'on puisse entrer dans un processus électoral qui risque de cautionner, qui risque d'ouvrir les champs à la balkanisation du pays, parce que vous savez qu'il y a des parties du territoire national qui n'ont pas connu l'enrôlement et qui, si on va dans des conditions actuelles, ne vont pas participer à l'élection. Et surtout, je ne sais pas vraiment ce que ceux qui sont à la CENI sont en train de penser. Si on va à l'élection du 20 décembre, comme ils sont en train de rêver
je pèse bien les mots puisque ça n'aura pas lieu. La nature, mon frère, je vous dis, et l'opinion vont me donner raison parce qu'on ne cesse d'administrer des leçons à qui peut actuel de la CENI. On va encore les administrer une autre leçon. Mais comment est-ce qu'on pense, l'idée que je voulais dire, comment on pense qu'on peut mener une élection présidentielle et laisser une partie du territoire national qui ne va pas se reconnaître dans le pouvoir du président qui sera élu. Notamment les 2 provinces sous état de siège. Oui, je me demande comment on réfléchit. Donc on va avoir un président qui va être élu au suffrage universel direct tel que consacré par la Constitution et qui a des citoyens, un nombre important de ses compatriotes qui ne lui ont pas exprimé la confiance. Donc la conséquence logique pourra être laquelle? Je ne fais pas la prophétie du malheur, je ne le souhaite pas, mais je réfléchis à haute voix. C'est-à-dire que ces gens-là pourront se dire, bon, vous avez élu votre président, nous ne reconnaissons pas ce président, nous restons de ce côté. Comment les gens peuvent aller dans cela et ne pas prendre des dispositions utiles pour pouvoir amener l'ensemble de la population congolaise aux élections apaisées et aux élections inclusives? Donc ça pose des problèmes. Comment est-ce que, en réservant une partie, un quota aux circonscriptions électorales là-bas, comment est-ce qu'on aura une assemblée nationale représentative? Je dis bien nationale parce qu'à l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait 500 sièges. Voilà. Maintenant, les quotas là qu'on a réservés, on va faire une Assemblée nationale de 400... oui, mais quitte à organiser les élections après, lorsque l'État se décide. Mais vous savez, en droit, malheureusement, peut-être on ne va pas entrer sur ce chapitre-là, dès lors qu'il y a des décisions qui seront prises, dès lors qu'on a une Assemblée nationale qui n'est pas compacte, qui n'est pas complète, on pourra remettre en cause toutes les décisions qui seront prises à ce moment-là, cette Assemblée nationale. Est-ce qu'on est en train de réfléchir à cela? Est-ce qu'on aura des députés, des anciens députés, qui vont continuer à siéger? Puisque nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire que chaque circonscription électorale doit avoir ses élus à l'Assemblée nationale. Mais dès qu'on réserve les quotas là, on prendra les anciens députés qui vont siéger avec les nouveaux députés élus, on fera comment? Il y aura un vide. C'est aberrant, c'est abject. Monsieur Dieudonné Moussagaloussa, vous êtes un expert de la société civile. Je me permets de vous poser cette question et peut-être vous répondez en regardant la caméra. À ce jour, si je peux vous résumer, organiser les élections en décembre prochain, c'est pratiquement impossible. Le report des élections, c'est aussi une certaine manière aussi de comprendre votre requalification du processus électoral. Le report des élections est une exigence technique, mais pas nécessairement politique. Je le confirme, c'est une exigence technique, malheureusement. Je suis en train de le dire. Le président de la CENI n'a pas le courage de dire ça à l'opinion. Donc, il est venu avec des appréhensions. Mais malheureusement, l'histoire, les réalités sont en train de les recadrer pour lui dire non, il faut rentrer sur cette piste, il faut rentrer sur cette voie. Malheureusement, ce n'est pas le cas que nous sommes en train de vivre. Et donc, vous venez de le dire en mes résumant, il faut la requalification du processus électoral actuel. En tenant compte de tous les préalables, effectivement, mais également en tenant aussi compte aussi de certaines sensibilités, même au niveau du bureau de la CENI. Absolument, absolument, il faut réfléchir sur les mécanismes de la certification des résultats pour qu'on puisse avoir de bonnes élections. Et les bonnes élections se résument dans les 4 concepts que vous avez donnés. Félicitations pour cela aussi. Je vois que vous avez aussi beaucoup de connaissances en matière électorale. Il faut des élections démocratiques, transparentes, apaisées et inclusives pour les bonnes élections. Si on n'a pas les 4 piliers, les 4 concepts, donc on amène le pays tout droit dans un chaos. C'est un expert de la société civile, donc ce n'est pas un politique. Pour Dieudonné Moussagaloussa, tenir les élections en décembre 2023, c'est quasiment impossible. La question, elle est technique, mais pas politique. Mais maintenant, à propos du schéma qu'il faudra adopter après décembre 2023, là, ce n'est pas peut-être votre terrain.
Ah non, ce n'est pas mon terrain, mais on pourra faire des propositions le moment venu. Merci. Ok. Mais de pareilles émissions, c'est bien aussi de participer à nos émissions à Lingala. Nous en avons ici. Ça pourra permettre quand même de bien informer l'opinion. Volontiers, je suis preneur. Et même en Swahili. Merci. Ok, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo FM, merci aussi à vous de nous avoir accordé votre attention. Cette émission se termine par ici. Dieudonné Mouchagaloucha, c'est un habitué de Digital Congo. À tout moment, il peut être toujours à notre disposition au fur et à mesure que nous évoluons dans ce processus électoral, dans ce forcing entre guillemets. Merci beaucoup. Et à la prochaine.